Les singes ont disparu des régions bordant la Méditerranée il y a plusieurs millions d'années, à l'exception des macaques ou magots d'Afrique du Nord, connus aussi sous le nom de singes de barbarie. Le grand Aristote ne semble d'ailleurs connaître ou n'avoir entendu parler que des seuls macaques et certainement de quelques babouins, dont les Hamadryas d'Éthiopie, à l'image du dieu Thoth des Égyptiens. À cette ignorance s'ajoute la puissante tradition anthropocentrique de la Bible et de la philosophie grecque. Ainsi, absence, ignorance et exclusion ont durablement séparé les singes de l'homme. Il en est de même dans le champ des théories de l'évolution. Selon la célèbre formule de la femme de l'archevêque de Worcester, découvrant les thèses de Charles Darwin, « Ainsi l'homme descendrait du singe, pourvu que cela ne soit pas vrai. Mais si cela devait l'être, prions pour que cela ne se sache jamais. » Loin de moi l'idée de fustiger la théologie ou la philosophie. Au cours de mes études de paléoanthropologie, on ne m'a jamais parlé de ce fruit défendu, le singe. En ce temps-là, qui n'est tout de même pas si lointain, les origines de notre lignée se perdaient dans les temps obscurs de l'ère tertiaire. On regardait tout cela de haut, s'accordant évasivement sur cet homme qui descend du singe. On partait d'aujourd'hui, Homo sapiens, en se lançant sur les traces fossiles d'une histoire dont on connaît la fin, mais pas les commencements. On prenait notre évolution dans le mauvais sens, forcément, selon un point de vue étroit. Voilà un énorme paradoxe. Il existe une fascination universelle pour la question de nos origines, mais un refus absolu de ce qu'elle est dans presque tous les champs de la pensée, même au sein des sciences. Par-delà toutes les formes de croyances d'ordre religieux, créationnisme, philosophique, anthropocentrisme, technologique et scientifique, progressisme, les sciences humaines et sociales entretiennent une profonde allergie envers la biologie, considérant que l'homme s'est affranchi de toutes les contraintes de l'évolution. Il en est ainsi en médecine, alors même que les thèses transhumanistes postulent que notre évolution est arrivée à son terme et que notre devenir radieux viendra des nouvelles technologies. Triste constat, qui ne procède pas d'un anti-évolutionnisme obscur, mais le plus souvent d'une mauvaise compréhension de l'évolution, voire d'une arrogance qui, parfois, frise la technocroyance démiurgique. Et pourtant, paraphrasant Galilée, la vie continue à évoluer. Mais il n'est pas facile de sortir de notre anthropocentrisme. Hier, nous nous refusions à voir dans la lunette la Terre tourner autour du Soleil. Aujourd'hui, nous sommes dans le déni du profond enracinement de ce qui a fait l'homme il y a des millions d'années. Ce fut la première coévolution, laquelle fut suivie d'une accélération liée au choix culturel de nos ancêtres humains durant 2 millions d'années, deuxième coévolution. Désormais, l'impact grandissant des nouvelles technologies depuis l'an 2000 nous conduit vers la troisième coévolution. Dès lors, comment avancer, affronter cet avenir sans savoir d'où nous venons? Sans regarder au travers de la lunette de la paléoanthropologie pour mieux comprendre l'évolution en train de se faire. Dans l'affaire Galilée, la Terre a perdu sa place au centre du cosmos, mais on a découvert les splendeurs de l'univers. Dans l'affaire Darwin, l'homme n'est plus au centre de la création, mais nous allons adorer découvrir la beauté de l'évolution. L'enjeu de cet essai, s'il en est un, n'est pas de décomposer l'homme en petits morceaux éparpillés dans l'univers des singes d'hier et d'aujourd'hui, mais de retrouver ce qui fait de nous des hommes en reprenant cette évolution créatrice, selon la formule d'Henri Bergson, depuis son commencement après la grande coupure, cette extinction de masse des espèces entre l'Éocène et l'Oligocène, et l'avènement des singes sur la Terre. Car si une tendance actuelle reconnaît désormais le fait que l'homme est une espèce parmi d'autres d'un point de vue biologique, il en va autrement dès lors qu'il s'agit d'évoquer sa place dans l'histoire de la vie et sur l'avenir de celle-ci.
Encore un péché d'arrogance.